Oui. OK. Donc, ce qu'on veut faire alors, c'est déjà, on a démontré la continuité. Est-ce que quelqu'un, je répète, a des questions? S'il vous plaît, je veux que tout le monde comprenne ce qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait. Monsieur, moi, j'ai pas trop compris comment est-ce qu'on démontrait la continuité. Est-ce que vous pourrez juste la refaire rapidement, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que tu as étudié le chapitre 1 et 2? Oui. OK. Comment on faisait la continuité là-bas? Bah, d'abord, on mettait du coup, on prenait x et y égale 0, donc x 0, et après on faisait l'inverse, on faisait 0 et y. Tout à fait. Ça, c'est pour démontrer la non-continuité. C'est pour démontrer qu'elle est discontinue. Donc, quand tu prends ces deux-là, si pour ces deux-là, tu as deux limites différentes, ça veut dire que la limite n'existe pas et donc elle n'est pas continue. Ou bien, si pour une de ces deux fonctions, tu as deux limites différentes déjà, à gauche et à droite, donc ça veut dire que la limite n'existe pas et ce n'est pas continu. D'accord? Mais si tu as la même limite, ça ne signifie rien. Donc, si tu as la même limite, on va aller chercher la continuité. Même sans passer par ces deux fonctions, on peut ne pas les faire parce que ça ne sert à rien dans ce cas-là. Pour chercher la continuité, il faut démontrer que la fonction elle est continue indépendamment du trajet ou bien de l'application partielle que tu choisis. Et donc, pour faire ceci, on a deux choix. Soit on fait ce que j'ai fait ici. Donc, tu prends la fonction f de x, y moins la limite et en valeur absolue. Et tu démontres que ça, c'est inférieur à quelque chose qui tend vers 0. D'accord? Et ça signifie que la fonction, elle tend vers 0. Elle tend vers la limite, là, dans ce cas, c'est 0. Indépendamment de l'application partielle ou bien du chemin suivi. C'est clair, ce que je dis ou pas? Oui. Soit tu fais la même chose, mais pour plusieurs régions du plan. Et ça, on l'a fait dans le chapitre précédent aussi. Donc tu dis, voilà, puisque je ne peux pas la majorer aussi facilement, je vais partager le plan en deux parties. Par exemple, la première partie, c'est quand x est plus grand que y. La deuxième partie, c'est quand y est plus grand que x. Et là, tu fais deux fois le même travail, mais chaque fois sous une condition donnée. Mais ces deux conditions, ils recouvrent tout le plan. Donc, si x est plus grand que y, ou y est plus grand que x, tu n'as pas d'autre choix, quoi. C'est tout le plan. Donc, si tu démontres pour les deux choix que ton f il tend vers 0, donc il tend vers 0 partout. C'est clair? Oui, ok, merci. T'es sûr? Oui. Ok. Qui a d'autres questions? D'autres questions? Tout le monde a compris? Ok. J'espère. La deuxième question. Calculer les dérivées partielles premières. Dérivées partielles premières en xy, en tout point xy, non nul, non 0, 0. Voilà. Pour calculer les dérivées partielles premières, il faut calculer la dérivée de f une fois en considérant que y est une constante et l'autre fois en considérant que x est une constante. D'accord? J'aurais souhaité qu'on soit en présentiel, c'est plus simple pour que je surveille ce que vous faites. Mais allez, essayez de faire chacun devant lui et qu'il me voit sur la conversation s'il a quelque chose à me montrer. Allez, vous avez 2-3 minutes pour faire ça. Donc, vous allez calculer la dérivée de la fonction pour une fois quand vous supposez que y est une constante, et on calcule la dérivée par rapport à x, et l'autre fois en supposant l'inverse, que x est une constante et on calcule la dérivée par rapport à y. Allez, d'accord? Vous avez commencé? Oui.
Alors, quelqu'un peut montrer quelque chose? Allez, je ne vois rien sur la conversation qui apparaît. Allez-y. Romain, tu as quelque chose? Monsieur, Oui. j'ai un doute pour la dérivée avec x et on prend y comme une constante. Bah, dans ta tête, suppose que y est égal à 5, par exemple, et travaille. Ok. Allez, donc, j'ai demandé à qui? Bah, Clément Bosque, tu as fait quelque chose? Là, je suis toujours en train de le chercher et est-ce qu'on peut prendre y est égal à 0 comme constante? Vaut mieux pas. Ah, vaut mieux pas? Parce qu'en fait, dans ce cas, oui, on peut le faire. Mais vaut mieux pas parce que je souhaite que ce que vous obtenez à la fin contient le y finalement. Si tu vois, donc si tu mets 0 à la place, tu vas perdre la trace de y. D'accord. Bah, c'est dans ta tête que tu vas considérer que c'est une constante, mais à la fin, c'est y, ça reste y. Et il faut qu'elle apparaît. Ok. Bah, du coup, je le sais avec une autre constante. OK. Emmanuel, Je suis en train de réfléchir. OK. Pierre, Monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que utiliser x égale 0, y égale 0, ça sert à prouver qu'elle n'est pas continue. Ça marche pas pour prouver justement l'inverse? non, attends. Tu passes par l'absurde. C'est pas ce que je demande maintenant. Tout à l'heure, ce que j'ai dit, si tu prends x égale à 0 et tu gardes y, donc tu prends l'application partielle et tu démontres que la limite en 0, c'est 0, OK? Et tu prends ensuite l'autre application partielle, f de x0, en considérant que y égale à 0, et tu fais la limite en 0 et c'est égal à 0, ça veut dire que les deux applications partielles ont leur limite égale à 0, elles sont contenues en 0, d'accord, mais ça ne signifie pas que la fonction entière, elle est contenue en 0. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ce qu'on cherche à faire ici, c'est autre chose. C'est calculer les dérivées partielles premières. Donc, on cherche à calculer la dérivée de la fonction en considérant en une première étape que y constante, x variable, et dans l'autre étape, l'inverse. C'est clair? Oui. Monsieur, Oui, Gatien. je trouve toujours pas comment faire pour garder une trace avec y, mais j'ai une dérivée. Ok, donc je vais le faire moi-même. Mais j'attends que si quelqu'un arrive à faire des choses. Allez, Thomas, t'en es où?
Thomas? Je trouve, enfin, c'est 0 et 0. Non, on ne cherche pas la limite, je cherche la dérivée. Laura? En fait, moi, j'ai compris théoriquement, mais je ne sais pas comment on l'applique du coup. Ok, Léo? C'est à peu près pareil. Comment? C'est vrai pareil, c'est que je comprends ce qu'il faudrait faire, mais je vois pas comment le faire. Ok. Qui aussi? Clément? Zegdi? Je suis dans le même cas. Ok, je vais faire celle-là si vous me promettez que la prochaine fois vous le faites vous-même. Allez. Donc vous me promettez, n'est-ce pas? Oui. Ok, parfait. Donc f de xy, elle est égale à x2 plus y2 sinus de 1 sur racine de x2 plus y2. Ça, c'est la fonction pour xy non nulle. Ok? C'est une fonction qui est... donc, on n'a pas de souci concernant la dérivée si xy n'est pas 0 parce que donc, cette fonction, elle est dérivable dans toutes les directions, n'est-ce pas? Dérivable dans toutes les directions quand xy est non nul. Pourquoi? Parce que, car x2 plus y2 l'est, est dérivable, et aussi sinus de 1 sur racine de x2 plus y2. Donc, d rond f sur d rond x égale. Bah, ça, c'est comme si c'était... c'est comme si c'était U fois V, n'est-ce pas? On a l'habitude de faire ça, non? UV prime, c'est U prime V plus V prime U, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi le U dans ce cas? Donc le U, c'est x2 plus y2. Quelle est la dérivée de x2 plus y2 par rapport à x? 2x. 2x plus la dérivée de y2, c'est 0 parce que y2, c'est constante, n'est-ce pas? Je considère qu'elle est une constante. Donc U prime, c'est 2x fois V, c'est sinus 1 sur racine de x2 plus y2. OK? Plus V prime. V prime, c'est quoi? C'est la dérivée de 1 sur racine de x2. Non, pardon. V prime, c'est la dérivée de sinus de 1 sur racine de x2 plus y2. 1 sur racine de x carré plus y carré fois 1 sur 2 racine de x. Attends. Je vais rappeler les formules ici. Donc déjà, si on a U sur V prime, c'est U prime V moins V prime U sur V carré, n'est-ce pas? Sinus de U prime, c'est U prime cosinus de U, n'est-ce pas? Et racine de U, si on a besoin, ça, donc c'est U prime sur 2 racines de U. Je reviens ici. Donc, quelle est la... Donc, on a UV prime, n'est-ce pas? V prime U, ou bien UV prime. Le U, on le sait bien, c'est x2 plus y2. V prime, c'est quoi le V prime? C'est la dérivée de sinus. Quelle est la dérivée de sinus U? C'est U prime cosinus U, n'est-ce pas? Allô? Oui, c'est ça. Voilà. U prime, on va voir c'est quoi U prime tout à l'heure, mais c'est U prime cosinus U. Je vais écrire cosinus U. Cosinus 1 sur racine de x2 plus y2.
D'accord? Maintenant, ce qui manque, c'est le U'. C'est quoi le U'? C'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de ça. Et quelle est la dérivée de ça? Donc, 1 sur racine de x2 plus y2 prime, c'est quoi? C'est U sur V. Donc, U'V, c'est 0. Moins, parce que la dérivée de 1, c'est 0. Moins V'U. C'est quoi le V'? C'est la dérivée de ce qui est en bas, n'est-ce pas? C'est quoi la dérivée de ce qui est en bas par rapport à x? C'est 2x sur 2 racine de x2 plus y2. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Voilà. Donc, tout ça divisé, donc je vais mettre égal ici, et je vais enlever ici. Voilà. Donc, tout ça, c'est divisé par, donc, on a dit U'V moins V'U sur V carré, donc sur x2 plus y2. Donc, c'est égal à x sur x2 plus y2 racine de x2 plus y2. OK. Des questions? Donc là, on a x sur x2 plus y2 racine de x2 plus y2. Donc, Monsieur, vous n'avez pas oublié un moins pour le. C'est pas ça, on n'est pas censé avoir moins x sur x carré plus y carré, racine de x carré plus y carré. je vais voir une seconde. Donc ça, c'est un rappel. OK, c'est où? Si, ça c'est un moins. Là, Ouais, c'est bon. là, n'est-ce pas? Voilà, Oui, c'est là. voilà. Et donc, c'est égal à, on a donc 2x sinus 1 sur racine de x2 plus y2 moins x sur racine de x2 plus y2 cosinus 1 sur racine de x2 plus y2. OK, voilà, c'est ça. Vous comprenez ce que je fais? Allô? Oui, là vous faites la même chose, mais cette fois c'est x qu'on prend comme une constante. Voilà, mais au lieu de refaire tout, parce que la fonction elle est symétrique, donc si on permute x, y, c'est la même chose. D'accord? Donc j'ai repris la même expression, mais j'ai remplacé x par y, quoi. Et y par x. OK? Monsieur, Oui, dites-moi. pour la dernière équation que vous venez d'écrire, vous n'avez pas oublié de multiplier par x carré plus y carré après le sinus de 1 sur racine carrée de x carré plus y carré. En fait, je l'ai simplifié avec ça, tu vois? Ah d'accord, j'avais pas vu, merci. De rien.
D'autres questions? C'est clair? C'est clair. Donc maintenant, on a quoi? On a la fonction surface. La surface, quoi? Elle est contenue en 0, 0 et partout ailleurs. Elle a des dérivées partielles partout, sauf en 0, 0 jusqu'à maintenant. OK? Et ça, c'était en fait la deuxième question. Là, dans l'exercice, c'est 2A. 2A. OK? Maintenant, 2B. Donc, dans la question B, qu'est-ce qu'on demande? On demande dans la question B de démontrer que f admet des dérivées partielles premières en 0, 0. Donc, dérivées partielles premières en 0, 0. Est-ce que la fonction, elle est dérivable en 0, 0? Comment on peut le savoir? Comment on peut calculer ou bien démontrer qu'une fonction est dérivable en un point? On calcule le taux d'accroissement, non? Allô, allô? Vous m'entendez? Oui. Donc, on calcule, mais on ne demande pas que la fonction surface soit dérivable en 0. On demande les dérivées partielles premières. Ou bien f admet des dérivées partielles premières. Donc, on demande la dérivée de f dans la direction x et dans la direction y. D'accord? Donc, dans le taux d'accroissement, on remplace y par 0. Voilà, une fois y par 0, l'autre fois x par 0. Donc, si vous voulez, pour la première direction, donc y égale 0, je commence par y égale 0, donc c'est la direction x. OK? Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x 0 moins f de 0, 0 divisé par x moins 0, n'est-ce pas? C'est pas ça le taux d'accroissement par rapport à x? Et il va donner la dérivée de f, parce que ça, tout ça, s'il existe, c'est la dérivée de f dans la direction 1 au point 0, 0. Ou bien, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x au point 0, 0. N'est-ce pas? Ou bien, comme notation, hein, c'est la dérivée dans la direction du vecteur 1, 0 de f au point 0, 0. Donc, c'est égal à quoi? C'est la limite quand x tend vers 0, 2. C'est quoi f de x0? On remplace y par 0. Ça va donner x 2 sinus, n'est-ce pas? 1 sur racine de x2, donc valeur absolue de x. Et ce machin-là, il est égal à combien, la limite de ce truc-là? On a sinus qui est une fonction bornée, et x, c'est une fonction qui tend vers 0. À chaque fois que tu as une fonction bornée, donc ça, c'est une fonction bornée. Donc, entre moins 1 et 1, n'est-ce pas? Et ce qui est là, c'est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Quand tu as une fonction bornée fois une fonction qui tend vers 0, à chaque fois, ta limite sera 0. Donc, égale 0. OK? Donc, est-ce que la limite existe?
Est-ce qu'on a deux limites différentes à gauche, à droite? Non. Est-ce que la limite existe? Oui. C'est 0. Donc la dérivée existe. Donc, la dérivée première dans la direction 1, 0, donc dans la direction des x, ok, existe et vaut 0. Des questions? Des questions? Monsieur, j'ai juste une petite question par rapport à la dérivée encore. Vas-y. Lorsqu'on a dérivé 1 sur racine carrée de x au carré plus y carré, Oui. pourquoi on n'a pas écrit que ça faisait 2x plus 2y? Parce que tu dérives par rapport à x. Ah, d'accord. Donc ton y, c'est comme si c'était, je sais pas, 25. D'accord. Donc la dérivée de y, c'est 0. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? C'est clair ce que je viens de faire là? Le taux d'accroissement dans la première direction, donc de la première application partielle. C'est clair? Oui, c'est bon. Oui, c'est clair. Bon, tant mieux. Donc, là maintenant, pour la deuxième direction, donc pour x égale 0, OK? Donc, on peut faire le même travail, mais la fonction elle est symétrique, donc c'est le même travail qu'on fait. Donc, ça va donner aussi 0. Donc, la dérivée dans la deuxième direction existe quand même aussi. Voilà. Hop. Voilà. Donc, la dérivée première aussi, donc c'est la première dérivée. Dans la direction 0, 1, donc la direction des y, en posant x égale 0, existe et vaut 0. OK? Donc, maintenant, on a la surface, sa fonction de variable. Elle est continue. 1. Elle est dérivable en tout point ailleurs qu'en 0, 0. Et elle est dérivable en 0. Quand je dis dérivable, je parle des deux directions. Donc, je répète, ma fonction, elle est contenue en 0, 0. Elle admet des dérivées partielles ailleurs qu'en 0, 0 et en 0, 0. OK? Donc, elle admet des dérivées partielles dans le voisinage de 0, 0. Parce que c'est en 0 et ailleurs. Qu'est-ce qu'il reste à démontrer? Est-ce que ces dérivées partielles sont contenues en 0? Est-ce que les fonctions dérivées partielles sont contenues en 0? Donc, c'est dérivées partielles, les fonctions dérivées partielles. Première, donc sont-elles contenues en 0, 0? Maintenant, la dérivée partielle première, c'est quoi? Donc, si vous voulez, la dérivée partielle première par rapport à x, d'accord? C'est une fonction de xy qui est égale à. Donc, tout ce machin-là, je vais le recopier, c'est plus simple. Voilà. Tout ce truc.
Voilà, c'est égal à tout ça. Donc, c'est égal à tout ça pour xy non nul, ou bien égal à 0 si xy égale 0, 0. N'est-ce pas? Parce qu'on l'a calculé ailleurs qu'en 0 et on l'a calculé en 0. Oui ou non? Oui, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord? Donc, on l'a calculé en tout point et on l'a calculé en 0, 0 aussi. Pas de questions? OK. Maintenant, est-ce que cette fonction qu'on vient de trouver là, est-ce qu'elle est contenue en 0, 0? Bah, on revient à la première question. Comment on a fait à la première question? Pareil. Soit on démontre comme la première question qu'elle est contenue, soit on prend deux chemins qui ont deux limites différentes, ou bien un seul chemin qui a deux limites différentes en ce point, pour démontrer qu'elle n'est pas contenue. Ben, j'essaie de prendre un chemin. Allez. Par exemple, d rond f sur d rond x, x0. Donc, première application partielle. OK? C'est égal à combien? Je remplace y par 0, donc c'est 2x sinus 1 sur valeur absolue de x moins x sur racine de x2, donc c'est valeur absolue de x, cosinus 1 sur valeur absolue de x pareil. OK? Est-ce que cette fonction tend vers 0 quand x tend vers 0? Donc si je prends cette fonction en valeur absolue, égale ça. Est-ce que ceci tend vers 0 quand x tend vers 0? Vous en pensez quoi? Vous en dites quoi? Calculer la limite quand x tend vers 0, ça donne quoi? Alors, les amis, regardez, ça tend vers combien quand x tend vers 0? Ça fait 0. Ça fait 0 parce que c'est 0 fois quelque chose de borné, n'est-ce pas? 0 moins 0 et on a 0. Non, attends. Là, ça fait quoi? Bah, x sur x, ça va faire 0. Non. X sur x, c'est une forme indéterminée. Ça n'a pas de limite, monsieur. Donc, en fait, là, si x tend vers 0 plus, tu vas avoir x positif, donc valeur absolue de x égale x. Donc, ce machin-là devient 1. Et donc, ça tend vers... voilà, donc, si x tend vers 0 plus, donc, si tu veux, donc x sur valeur absolue de x, c'est égal à 1, Oui, n'est-ce pas? Comment? Oui, non, je suis d'accord. Attends, je vais... Voilà. Dans ce cas-là, donc tu as x sur valeur absolue de x qui sera égal à 1 et cosinus 1 sur x appartient à moins 1. Il va osciller entre moins 1 et 1 tout le temps. Voilà. OK? Et donc, ça va tendre vers 1 fois quelque chose qui oscille. Donc, il n'y a pas de limite. Parce que c'est 1 fois quelque chose qui oscille. Ça va osciller tout le temps. Et si x tend même vers 0 moins,
Ben, c'est pareil. Aussi, donc x sur valeur absolue de x va donner moins 1, et donc fois moins, ça va être plus 1, et cosinus x, pareil. Cosinus 1 sur x va toujours être entre moins 1 et 1. Donc, on a borné fois quelque chose qui est égal à moins 1, mais ce borné-là, il est aussi entre moins 1 et 1, donc pas de limite. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher la deuxième application partielle. Il y a une qui n'a pas de limite en 0. Donc, f, donc d long f sur d long x, oh, pardon. Donc, d long f sur d long x n'a pas de limite, quand x tend vers 0. OK? Donc, d long f sur d long x n'est pas contenu en 0, 0. OK? Du coup, finalement, donc, f est contenu sur R2 et admet des dérivées partielles sur R2 qui sont contenues en R2 sauf le point 0, 0, parce qu'en 0, 0, elles ne sont pas contenues. Donc, si vous voulez, et pas en 0, 0. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, on n'a pas une fonction avec des dérivées partielles continues. Donc, la fonction, elle n'est pas C1. Elle n'est pas dérivable dans toutes les directions, en tout point. Ou bien en 0, 0 au moins. C'est ce qu'on étudie. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme question? Allez. Les questions? Il n'y en a pas? OK. Exercice 2. Allez. Donc, dans le 2, on a une fonction donnée par donc f de xy égale, donc on a x3 moins y3 sur x2 plus y2. Et donc ça, c'est si x, y non égal à 0, et 0 voilà. OK? Pareil. Étudier la continuité de cette fonction. Ah non, attendez. Celle-là. Attendez, juste une seconde, parce que oui, parce qu'en fait, celle-là, je vais la refaire avec des coordonnées polaires, mais après qu'on fasse les coordonnées polaires à la fin du chapitre, on ne les a pas fait encore.
Mais maintenant, on peut faire sans coordonnées polaires. Allez, on étudie la continuité de cette fonction. Comment est-ce qu'on peut faire? Allez, vous avez 2-3 minutes à faire ça. Si quelqu'un ne sait pas du tout comment faire, qu'il me le dise, qu'il me le dise maintenant. Allez, maintenant, vous n'avez pas de... Il n'y a pas d'excuse. Je veux voir des solutions sur la conversation. D'accord? Oui. Allez. Allez, allez, la continuité. Damien, tu arrives à faire? Damien. Dani. Oui, je suis là, moi. Tu arrives à faire des choses? J'ai essayé de faire de remplacer avec f de x0 en prenant y égale à 0. Oui. Et j'ai trouvé que ça donnait x. Et qui tend vers 0? Oui. OK. Et après, j'ai fait la... Pareil pour y, ça tend vers 0. Oui, c'est ça. Du coup, on ne peut pas déduire qu'elle est continue ni qu'elle est discontinue d'ailleurs. D'accord? Donc, si avec cette méthode-là, tu as la même limite, donc tu ne peux rien déduire. Oui. Donc, il faut essayer de faire un peu comme on a fait dans le premier exercice. Voir si on peut démontrer qu'elle est continue. D'accord. Emmanuel, Oui, tu arrives à faire des choses? bah j'ai fait le truc partiel là. Oui, mais ça ne marche pas. Mais ça va donner la même limite, donc ça ne sert à rien.
C'est ce qu'on a dit. Faut faire le truc comme l'exercice 1. Oui, mais en fait, si comme l'exercice d'avant, ça ne marche pas, on n'arrive pas à dire que ça tend vers 0, on partage en 2 cas. C'est ce qu'on a dit dans le chapitre précédent. On va prendre 2 cas pour x plus grand que 0 ou pour y plus grand que 0. Ah, ok. Pas ou, et. Voilà, on fait les 2 cas. Il faut que les 2 cas marchent parce que ça permet de recouvrir tout le plan. Ok. Pardon, j'ai dit x plus grand que 0, pardon. X plus grand que y et y plus grand que x. OK? Ok. Allez-y, essayez. J'ai toujours rien sur la conversation. Soisic. Soisic. Non. Sofiane, tu as fait des choses? Je suis en train là, monsieur. OK. Thomas. Thomas, tu es là? Oui, Alors, tu as fait des choses? je suis en train. Monsieur, Oui. est-ce qu'on peut dire que la fonction elle est inférieure ou égale à x cube moins y cube, et après tout ça on tend vers 0, et après on va voir que du coup x cube moins y cube c'est tend vers 0, et on peut dire que la fonction est continue? Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que. Attends. Parce que ce n'est pas vrai, ça. Si ton x et y ils sont proches de 0, ce n'est pas vrai. Ah oui, oui, oui. D'accord? OK, donc en attendant, je vais faire on fait de la présence. Allô, vous m'entendez? J'ai été déconnecté apparemment. Oui, on vous entend. OK. Donc, je vais faire de la présence. Alors, Amio, Léo. Oui. Oui. Gatien, donc tu es là. Présent. Hamza. Hamza. Oui.
Ok. J'ai pas Anas, entendu. Présent. Ilan, Présent. Clément, Présent. Boss, Arthur. Présent. Non, Arthur, pas Alexis. Oui, présent. Ok. Donc ensuite, Jules. Présent. Ok. Flavien, Chandon. Présent. Ensuite, Alexis Doguet. Présent. Oui, pardon, Gab- monsieur. Je suis présente, j'avais un problème de micro. C'est qui? Toi, Sois-y. Ok. En fait, je voulais demander avant si tu fais l'exercice. Ah, oui, oui. Ok. Tu arrives à faire? À démontrer la Je continuité? suis en train de le continuer. Ok, allez. Donc, Gabriel, Oui, présent. Ulysse. Présent. Ulysse, oui, c'est là. Donc, Romain. Ok, Dubois, c'est ça. Soisic, voilà, tu viens de me parler. Mohamed. Présent. Ensuite, Benjamin. Benjamin. Benjamin, tu m'entends? Non. Flavien. Présent. Sofiane, il est là. Présent. Ok. Léa Jane. Oui, présente. Damien. Présent. Ok. Emmanuel. Présent. Augustin. Présent. Dany. Présent. Ok. Alexis Piré. Présent. Ensuite, Vincent. Présent. Attends, Vincent, t'es là? Présent. Ok. Cheikh. Présent. Thomas Rondeau. Présent. Laura, elle est là. Présent. Aylan. Présent. Julien. Présent. Romain Villeneuve. Présent. Pierre. Présent. Cédric. Présent. Et Clément. Zegdi. Présent. Ok, parfait. Monsieur, vous m'entendez? C'est qui? C'est Benjamin Wang. J'arrivais pas à activer mon Oui. micro. D'accord, c'est bon, c'est noté. Ok. Donc, qui a des choses à montrer dans la conversation? Allez. Avec tout le temps que je vous donne, il faut montrer des choses. Allez, on a fait le chapitre 2 fois, on l'a répété. Même si c'est faux, ne vous inquiétez pas. Envoyez-moi des choses. Allez. Non, personne? Ok, Léa Jane, on commence. Ouais, c'est vraiment la première étape, je pense, mais... Ok, on ne sait pas si elle est contenue. Tu as fait x3 sur x2. C'est quoi x3 sur x2? je prends le cas où x est supérieur à y. Donc, il faut dire ça. Oui. Donc, en fait, tu écris si x supérieur à y, alors f de xy est inférieur à x3 sur x2. Ok. Et tu prends ça en valeur absolue, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ok, je vais modifier. Merci. Et ensuite, pour le y, pareil. Si tu prends pour... T'es sûr que c'est ça ce que tu fais ou bien tu fais pour y égale 0 et pour x égale 0? Non, je fais pour y supérieur à x. D'accord. Et donc, dans le premier cas, donc c'est faux, hein? Parce qu'en valeur absolue,
c'est inférieur à la valeur absolue de x3 moins y3. Et maintenant, tu remplaces ton y3 du numérateur par x3. Et tu mets un plus à la place de moins. Comme ça, tu majores. Ok, d'accord. D'accord? Donc, essaye de le faire. Ok, merci. De rien. Allez, qui d'autre? Allez. Personne? Bon. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais dire, voilà, f de xy moins 0, évidemment, est égal à la valeur absolue de x3 moins y3 sur x2 plus y2. Et donc, c'est inférieur à x3 plus y3, ou bien à l'intérieur, c'est la même chose, hein. Le tout divisé par x2 plus y2, c'est positif, on peut le mettre à l'extérieur de la valeur absolue. D'accord? C'est clair? Et donc, là, pour continuer, on ne peut pas le faire, sauf si on remplace, par exemple, y par x. Du coup, je vais prendre la condition si x est supérieur à y. Donc, on a ça, et là, c'est inférieur à x3 plus x3 d'accord? Le tout divisé par x2, parce que j'enlève le y, ça augmente la fraction. Et donc, qui est égal à 2x3 sur x2. Et là, donc, ça dépend si on est dans le si x3 est positif ou x3 est négatif, mais c'est la même limite. Donc, mais je vais mettre les deux cas. Donc, si x est positif, ça va donner 2x3 sur x qui est égal à 2x2 et qui va vers 0 quand x tend vers 0. Ou bien si x est négatif, ça va donner 2x3 ou bien moins 2x3 sur x qui est égal à moins 2x2 qui aussi va vers 0 quand x tend vers 0. Maintenant, si y est supérieur à x, donc f de xy moins 0 égale, c'est la même chose. Donc x3 moins y3 sur x2 plus y2 en valeur absolue. Et là, donc je vais prendre tout ça parce que je ne vais pas le réécrire pour ne pas perdre du temps. Hop. Ah, merci. Ok, voilà. Mais, ah oui, je vais remplacer x par y. Donc, x par y, et là c'est x, et là c'est y. Donc, y. Oh, finalement, on a changé beaucoup. Voilà. Donc là, c'est y3. Là, c'est y3. Et là, c'est y2. Là, c'est y2, y3, y positif, y négatif, 2y3 sur y2. Ah, pardon, j'ai fait une faute, moi, je pense. Oui, j'ai fait une petite bêtise. Là, c'est x2. Hein. Là, c'est x2. Donc, ça va donner ici un x, pas x2. Et là aussi, c'est un x. OK?
Voilà. Et donc là, c'est 2y3 sur y2. Et donc, ça donne un y et un 2y. Et là, c'est un moins 2y. Voilà. C'est clair? Monsieur, Oui, dites-moi. pourquoi on a remplacé Y3 par X3? Parce que, en fait, on a x plus grand que y, n'est-ce pas? Donc, si tu remplaces y3 par x3, tu as agrandi la fraction. On est d'accord? Mhm. Maintenant, pourquoi on le fait? Parce que si on le fait, on va pouvoir avoir des x, seulement x en haut, et simplifier avec en bas et passer à la limite. Parce que sinon, on avait des 0 sur 0, n'est-ce pas? D'accord. Donc, en simplifiant le x, on a pu avoir quelque chose qui peut aller à 0 quand x tend vers 0, ou bien quand y tend vers 0. D'accord, donc en fait au numérateur, on peut remplacer par le y par le x, que ça soit une multiplication, une addition, enfin n'importe Ben, quel. ça dépend. Il faut que tu obtiennes quelque chose de plus grand. D'accord. D'accord? Maintenant, si ce quelque chose de plus grand que tu obtiens va tendre vers 5, quelque chose qui n'est pas égal à 0, ça ne sert à rien. Ok. Parce que si ton f il est inférieur à quelque chose qui tend vers 5, donc ton f peut tendre vers 4, 3, 2,5, 1, on sait rien. Mais si en valeur absolue, le f moins 0, il tend vers 0, donc la limite, c'est forcément 0. Et si par exemple, là dans notre cas, ça aurait tendu, ça tendait vers 2, comment on aurait fait? Donc, tu as deux choix. Soit tu changes de méthode complètement, ta méthode, elle n'aura pas de résultat. Soit tu vas diminuer ta majoration. Tu sais, moi, je peux dire, oui, moi, j'ai moins de millions d'euros dans ma banque. D'accord? Bah, il est possible que j'ai seulement 2 euros. Mais ma majoration, elle est très grande. Tu vois? Donc, si tu dis que, évidemment, si ta fonction, elle va vers 0, évidemment qu'elle est plus petite que quelque chose qui va vers l'infini. Mais la majoration par quelque chose qui va vers l'infini, elle n'est pas indicatrice parce qu'elle est très large. Tu vois? Donc, ce que tu peux faire, c'est peut-être le passage que tu as fait en enlevant le y en bas, par exemple, ou bien en mettant x à la place de y en haut, tu as obtenu une majoration qui est très large, qui n'est pas significative ou bien indicatrice. Donc, tu dois revoir ta majoration. Est-ce que tu peux trouver quelque chose de mieux, quelque chose de plus près de ta fonction, par exemple? Si oui, il se peut que tu trouves quelque chose qui va tendre vers 0. Sinon, tu vas changer de méthode complètement. D'accord, donc quand on fait cette méthode-là avec x supérieur à y ou y supérieur à x, il faut obligatoirement que quand l'un des deux tend vers 0, la fonction tende vers 0. Enfin... Il faut qu'à la fin, j'obtienne 0, oui. Ok, voilà ça. Sinon, Merci. ça ne sert à rien. Monsieur? Oui. Juste une question, c'est pas censé être 2x carré et pas juste x carré? En bas? Enfin, peu importe pour en haut ou en bas. Oui, pardon, en bas, oui. En bas, non, parce qu'en bas, en fait, je n'ai pas remplacé y par x. Parce que si tu remplaces y par x, tu obtiens un dénominateur qui est plus grand, donc ta fraction est plus petite forcément. Ce que j'ai fait en bas, c'est que j'ai carrément enlevé y2. Tu as enlevé une entité positive. Non, mais on aurait pu le garder. Enfin, genre, si on Ben non. garde... Ben, en fait, si tu le gardes, tu ne peux pas simplifier. Bah si, puisqu'il y aurait des deux, non? Comment? Il y aurait 2 au numérateur et 2 au dénominateur. Non, tu veux garder quoi? En partant du début, à la troisième étape, on a un dénominateur x carré plus y carré. Oui. Et l'étape d'après, on enlève le x carré ou le y carré, mais on n'aurait pas pu juste le transformer en... En quoi? Enfin, par exemple, pour le deuxième, on n'aurait pas pu juste écrire y carré plus y carré. Si tu fais ça, tu vas avoir 2y carré plus tard, n'est-ce pas? Oui, 2y carré. Et comment tu vas simplifier le x3 en haut avec le y carré en bas? On n'a pas besoin de le simplifier puisqu'on le transforme en y carré, y3. Attends, tu parles de la deuxième ou la première? Peu importe, c'est la même...
Non, c'est pas... Attends. Dans la deuxième, si tu veux remplacer le x par y, c'est faux. Parce que si tu... En bas. Parce que si tu remplaces x par y en bas dans la deuxième, tu passes à un dénominateur qui est plus grand. Donc, ta fraction est plus petite. Donc, tu ne peux pas dire que c'est plus petit, que, etc. Tu comprends? Je comprends pas pourquoi ça devient plus grand. OK. Si ici, tu remplaces ton x par y, OK? Oui. Ton dénominateur devient plus grand parce que y est plus grand que x. Oui. Donc, ta fraction devient plus petite. Ah oui, ok. Et ça, on peut pas? Non, parce que je cherche quelque chose qui est plus grand. Je cherche à majorer, en fait. Oui, c'est vrai, pardon. C'est clair? Oui. Donc, limite de f de x, y, puisque ça marche à tous les coups quand y est plus grand que x ou bien x plus grand que y, donc j'ai recouvert tout le plan. Donc, la limite de f de x, y, quand x, y tend vers 0, 0, ce n'est autre que 0. Et là, ça vient de là. C'est ça le 0 qui donne la limite. Et donc, qui, à son tour, est égal à f de 0, 0 d'après la définition de f. Donc, f est contenu en 0, 0. De plus, f est contenu sur R2 privé de 0, 0. Donc, f est contenu sur tout R2. OK? Des questions? Donc ici, en fait, on va laisser un petit espace pour refaire la méthode, donc deuxième méthode, mais pas maintenant, avec des coordonnées polaires. OK, on va la faire plus tard. OK? Après qu'on fait les coordonnées polaires en cours. Donc la deuxième question, c'était la même chose, hein? Calculer les dérivées premières, donc dérivées premières en tout point xy non nul. Bah, c'est à vous de la faire. Allez. Vous voulez prendre une petite pause? OK? Jusqu'à 1h05, c'est ça? OK. Allez, une petite pause jusqu'à 1h05. À tout de suite. Monsieur, Dis-moi. j'ai juste une petite question. En fait, on a étudié le cas quand x était positif et quand x était négatif parce qu'en bas, le dénominateur, c'était pas une valeur absolue, c'est ça? On n'a pas utilisé ça. À la fin, tu veux dire? Oui, à la fin. Oui, parce qu'en fait, on avait une valeur. Non, parce qu'en haut, tu as x3. En bas, on s'en fout parce que c'est positif. Mais en haut, on a x3 qui peut être soit négatif, soit positif. Pourquoi? Ah, attends. Oui, c'est ça. Parce que si x est négatif, x3 est négatif, n'est-ce pas? Oui, mais comme c'est la valeur absolue, ça peut pas être négatif. Bah, tout à fait. Du coup, quand c'est négatif, elle sort de la valeur absolue avec un moins pour qu'elle devienne positive. Oui. Bah, attends, c'est quoi la valeur absolue de moins 2? C'est 2. Bah voilà, donc c'est moins 2. Elle sort avec un signe moins. OK. Ce qui est dedans, tu le mets à l'extérieur avec un signe moins pour qu'il devienne positif. N'est-ce pas? D'accord. Donc si la valeur absolue de x, ou bien x3, c'est la même chose, elle est égale à x si x est positif, donc c'est la même, mais elle est égale à moins x si x est négatif. Ah, donc il faut étudier tout le temps les deux cas. Quand il y a une ambiguïté, quand les deux cas changent quoi? Et dans quel cas on sait quand il faut étudier les deux cas ou pas? Bah, si jamais ici tu avais x2,
Donc x2, c'est toujours positif, ce qui est dedans. Ah oui, ça dépend de la puissance en fait. Oui, ça dépend ce qui est à l'intérieur. Est-ce qu'il change de signe avec les deux choix, quoi? Donc par exemple, si on a des puissances paires, on n'a pas à étudier les deux cas, et si on a des puissances impaires, on a à étudier les deux cas. Tout à fait. D'accord, merci. De rien.
Alors, vous êtes là? Les enfants? Oui. Allez. Donc, la deuxième question, c'était, en fait, c'est un peu comme on a fait avant. Dérivée première en x, y différent de 0, 0. Vous savez comment faire? Il faut calculer la dérivée de f sur de x. La dérivée par rapport à x en considérant que y, c'est comme une constante. Et pareil, la dérivée par rapport à y en considérant que x est une constante. Allez, vous allez faire. Vous allez faire, essayez de faire ça. Vous avez 2 minutes. 2-3 minutes. Allez-y. Elle est facile, celle-là. Allez-y. Et ensuite, en plus, on a fait une qui était beaucoup plus difficile dans le premier exercice. Allez-y, j'attends des images sur la conversation. Ah, j'ai déjà des choses. Gatien. Allez, donc tout le monde peut voir ce qu'il a envoyé, n'est-ce pas? Tu l'as envoyé en privé ou pour tout le monde? Non, on peut voir aussi. Ok. Donc, dérivée partielle en... Attends, c'est où? C'est en haut? Oui, c'est ça. Donc, 3x2, x2 plus r2, moins 2x, x3 moins y3. Parfait. Parfait, c'est ça. Mais il ne faut pas mettre moins 0. Et ni x0, en fait. Tu mets seulement dérond f sur dérond x. Ah, ok, d'accord. D'accord? Et dérond f sur dérond y. Ok. En xy, d'ailleurs. Si tu veux mettre quelque chose, tu mets en xy, parce que c'est en un point général xy. D'accord, ok. OK? Merci. Ensuite, dérivée partielle en 0, 0, c'est bien. Donc, c'est l'idée. Voilà, on va faire tout à l'heure. OK, maintenant, continue. À la fin, je ne sais pas pourquoi que tu peux attester ça très rapidement. On va voir ça ensemble. OK, parfait. Qui d'autre? Allez, dérivée première. Dérond f sur dérond x et dérond f sur dérond y. Ah, c'est bien. OK, égale u' moins u sur v2. Parfait. C'est 3x2 moins 0 sur... Tac, tac. OK, c'est ça. Très bien. Parfait. Qui d'autre? Est-ce que quelqu'un va envoyer ou pas? Sinon, pour que je commence l'exercice moi-même. Est-ce que quelqu'un allait envoyer des choses? Mais il ne semble pas. Ah oui, si, quelqu'un? Non. OK. Donc,
Donc, ma fonction, elle est définie comme étant f de xy égale x3 moins y3 sur x2 plus y2 pour xy différent de 0, 0. D'accord? Et donc, nous, on souhaite calculer les dérivées partielles pour xy non égale à 0, 0. Donc, d rond f sur d rond x, elle est de la forme u sur v. Donc, c'est u' v moins v' u sur v carré. Donc, u', c'est la dérivée du numérateur. Donc, c'est 3x2. En considérant que y est une constante. Fois v, donc c'est x2 plus y2. Moins v', donc c'est 2x. U, c'est x3 moins y3. Le tout divisé par x2 plus y2. Donc, c'est égal à, donc je vais faire un peu rapidement, donc j'ai 3x4 moins 2x4, donc ça va faire x4. Ensuite, j'ai 3x2, y2 et moins 2x y3, c'est autre chose. Donc, voilà, donc j'ai que ça. Donc, plus 3x2, y2. Ensuite, on a, voilà, on a 2 plus 2 x, y3. Le tout divisé par x2 plus y2. Donc, d'autre part, on a df sur dy égale. Donc, on a u'v, donc moins 3y, x2 plus y2, moins v'u, donc c'est 2y, x3 moins y3, le tout divisé par x2 plus y2. Et donc, du coup, c'est égal à, on a pareil, on a y, un certain y4, moins y4. Ensuite, on a un moins 3yx2 et moins 2yx2. Donc, je vais mettre un plus et un moins dehors. Donc, 2yx, non, attendez. On a un y, là c'est yx3, pardon. Donc, 2yx3. Voilà. Et en x2, y2, on a ça et ça. Donc, ça fait 3x2, y2. Donc, plus 3 x2, y2. Et donc, avec un moins ici, le tout divisé par x2 plus y2. Voilà. Donc, voici les deux dérivées partielles pour xy non égal à 0. Donc, ça, c'est A. Ensuite, B. B, c'est est-ce que f admet des dérivées partielles en 0? Donc, dérivée partielle en 0, 0. C'est comme on a fait avant. Donc, il faut calculer dans les deux directions. Donc, déjà, qu'est-ce que je veux dire? Dans la direction 1, 0. Donc déjà, donc y égale 0. Donc on fait la limite de f de x 0 moins f de 0, 0, le tout divisé par x moins 0. Quand x tend vers 0. OK? Donc ça, c'est le taux d'accroissement dans la première direction. Alors, c'est quoi f de x0? C'est x. F de x0, c'est x. Et f de 0, 0, c'est 0. Donc c'est x divisé par x. N'est-ce pas? Et donc, qui est égal à 1, donc ça tend vers 1, pardon, j'ai déjà écrit la limite, donc c'est égal à 1. OK? Ensuite, dans la direction « 0, 1 », donc c'est pour x égale 0, on a la limite quand y tend vers 0,
de f de 0y moins f de 0, 0 sur x ou bien y moins 0, c'est égal à pareil. Donc, c'est égal à combien? À moins y, cette fois-ci. Donc, c'est moins y. Attendez, j'ai fait une bêtise ou pas? Oui, j'ai fait une bêtise. Là, c'est pas x. J'ai fait le numérateur tout seul. Là, c'est f de x0. Donc, f de x0, c'est bien... Ah oui, non, c'est ça. C'est x, c'était bon. C'est x, c'est ça. Et là, c'est moins y divisé par y. Donc, c'est égal à moins 1. Donc, est-ce que les dérivés partiels en 0, 0 existent? Donc, les dérivés partiels en 0, 0 existent. OK? Des questions? Donc, c'est quoi maintenant df sur dx? C'est la fonction qui est donnée par. Donc, on a dit x4 plus 3 x2, y2, c'était voilà. Oui, c'est ça. Ensuite, c'était plus 2 x, y3, le tout sur x2 plus y2, pour xy différent de 0, 0. Et 0 si xy égale 0, 0. Non, pardon, pas 0. C'est combien? C'est 1. N'est-ce pas? Voilà. Et d log f sur d log y, c'est la fonction y4 plus 2yx3 plus 3x2, y2 sur x2 plus y2 et moins 1. Donc là, ça c'est si xy différent de 0, 0. Et là, si xy égale 0, 0. D'accord? Donc cette question-là, elle nous demande, est-ce que ces dérivés partiels sont contenus en 0, 0? Maintenant, je ne sais pas si on peut le faire sans coordonnées polaires cette fois-ci. Si, je pense que oui. Oui, oui. Comment on peut faire? On peut démontrer que ça, c'est... Ah non, peut-être sans coordonnées polaires, c'est dur. Attendez. Si on fait ça, si on fait moins 1, ça va faire moins x2, moins y2. Et si on remplace tout le monde par x, ça donne quoi? Ça passe, oui. Oui, on peut faire sans coordonnées polaires. Allez, comment on peut démontrer que les dérivés partiels de f sur de x et de f sur de y sont contenus en 0, 0? On regarde si la dérivée de f, sa dérivée partielle de x tend vers 1 quand xy tend vers 0. C'est ça. Mais on fait comme la première question, quoi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, soit elle est contenue, on fait comme la première question, soit elle est censée être pas contenue. Et donc, on va avoir deux limites différentes dans deux directions différentes. OK? Maintenant, j'essaie de voir de nouveau si elle peut fonctionner sans coordonnées polaires, en fait. Je pense que non. Je préfère la faire, en fait, en coordonnées polaires. Et donc, je vais faire les coordonnées polaires avant. D'accord? Juste donnez-moi une minute pour voir si je peux la faire sans, si c'est bien de la faire sans. Sinon, je la laisse pour plus tard. Donc, tac, tac, si je fais ça.
Bah, si on remplace x par y, par exemple, ça va donner quoi? Ça va donner x4 plus 3x2, y2, plus 3x4, plus 2x4. Donc ça fait 2, 3, 5, 6, x4 sur 2x4. Ça fait quelque chose. Voilà. Et si je pense x par moins y3, moins y, ça donne autre chose. Oui. En fait, écoutez bien. Ce que je vais faire une méthode, d'accord? Je vais faire une méthode qui est super intéressante, mais c'est plus simple de la faire en coordonnées polaires. Donc, je vais faire plus tard les coordonnées polaires. Mais je vais faire une méthode maintenant qui est super intéressante sans coordonnées polaires. D'accord? Écoutez-moi très bien ce que je vais faire. Regardez bien. Donc, la première idée qui me vient à la tête, c'est dire, voilà, est-ce qu'elle est continue? Si vous mettez f de xy, pardon, c'est d rond f sur d rond x, de xy, c'est la fonction en question, quoi. Moins 1, parce que la limite doit être 1 pour qu'elle soit continue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ça va donner x4 plus 3x2, y2, plus 2x, y3, divisé par x2 plus y2, moins 1. Donc, je fais un dénominateur comme moi, ça fait moins x2 moins y2, le tout sur x2 plus y2, n'est-ce pas? Et donc, ça, est-ce qu'on peut faire ça tendre vers 0? Ça ne marche pas. Et même si on essaye de dire, voilà, donc si, par exemple, y est plus grand que x, comme on l'a fait avant, ça va donner x4 plus 3x4 plus 2x4. Pardon, ça c'est x plus grand que y. Même si on met le numéro absolu pour chaque terme, ça donne plus x2 plus y2, le tout divisé par x2 plus y2. Évidemment, ce n'est pas égal, hein, ça devient plus petit là. Donc, c'est plus petit de ça. Et ça, en fait, on ne peut pas simplifier les termes. Donc, on est bloqué. On ne peut pas aller à 0, simplifier et aller vers 0, n'est-ce pas? Tout le monde d'accord? Donc, ça ne marche pas aussi facilement. Ça ne marche pas de cette manière. Ça ne donne pas quelque chose de facile. Est-ce que quelqu'un a une question ou c'est clair? C'est clair? Allô, vous êtes là? Est-ce qu'on a compris pourquoi ça ne marche pas comme la première question? Un moment de solitude pour moi. Donc, Augustin, tu as compris? Augustin? Benjamin? Oui. Julien, tu as compris? Oui, oui. Ok, très bien. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Donc, ça ne marche pas. Et donc, j'enlève ça. Donc, ça ne marche pas. Ok, voyons voir les dérivés partiels. Des rangs f, pardon, les applications partielles. En x0, ça donne quoi? Ça donne x4 sur x2, qui est égal à x2 et qui tend vers 0. Et d rond f sur d rond y, sur d rond x, pardon, mais de 0 y, ça donne 0, n'est-ce pas? 0 sur x sur y, 2, et donc c'est 0. Donc on a la même limite, donc on ne peut pas déduire qu'elle n'est pas continue. Donc ça ne marche pas non plus. Donc là, ça ne marche pas non plus. OK? Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de prendre deux directions autres que les directions y égale 0, x égale 0. Vous voyez, donc si vous avez une surface là, donc si on a une surface comme ça, d'accord? Si on prend l'application pour x égale 0, ça va donner une direction, donc qui est par exemple celle-là. Donc ça, c'est pour x égale 0.
Et si on prend une autre direction, ça peut donner par exemple celle-là. Donc, par exemple, pour y égale 0, n'est-ce pas? Mais et si on essaye de prendre quelque chose d'autre? Par exemple, si je prends cette direction. Celle-là, c'est pour y égale x, n'est-ce pas? C'est suivant la première bisectrice dans le plan. Vous voyez? Donc, j'essaie de prendre cette direction. En fait, on peut prendre n'importe quelle direction qu'on veut. L'important, c'est que ça donne quelque chose de bien. Donc, pour y égale x, f, ou bien d rond f, sur d rond x de xx, égale à combien? Ça devient x4 plus 3x4 plus 2x4 sur 2x4, sur 2x2. Et donc, c'est égal à 2 plus 3, 5 et 1, 6. 6 sur 2, donc c'est 3x4, 3x2. 3x2, ah mince. Ça n'a pas marché non plus. Je croyais que ça allait marcher. 3x2 et ça tend vers 0. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je fais... Non, ça va donner 0. Ça va donner 0. Oui, oui, je voulais avoir quelque chose de différent de 0. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que... Ah non, attends. C'est... OK, non. Donc finalement, je répète ma réflexion. Donc finalement, écoutez, je répète tout ce que j'ai dit. Pas tout, mais bon. Donc, déjà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas donné de limite, la première. Ensuite, la deuxième approche, elle a donné des zéros dans les deux cas. D'accord? La troisième, elle a donné un zéro également. Dans ma tête, je croyais qu'elle va donner quelque chose d'autre que zéro. OK? Donc, est-ce qu'on peut déduire que la limite est 0? On ne peut pas déduire que la limite est 0. Pour trouver peut-être d'autres informations, on va procéder par coordonnées polaires plus tard. Mais au moins, ce que je peux dire, c'est que on tend vers 0, n'est-ce pas? Mais est-ce que la limite, elle est égale à la valeur de la fonction en ce point? Oui ou non? La valeur de la fonction, c'est 1. Et la limite ici, ici, ou ici, ou ici, la limite est combien? Donc, à chaque fois, c'est différent de f de 0, 0, n'est-ce pas? Ou bien d rond f sur d rond x, en 0, 0, n'est-ce pas? Donc, même si la limite existe, on ne peut pas attester même que la limite existe parce qu'on l'a pour 3 directions seulement. Mais même si la limite existe, elle n'est pas égale à la valeur de la fonction en ce point. Donc, d rond f sur d rond x est discontinu en 0, 0. OK? Qui a des questions? Allô? Tu m'entends? Tu me parles? Allô? Tu me parles à moi? Oui, je t'entends. Oui, pardon, ok. Non, juste tout à l'heure, je voulais dire que je crois qu'il y avait une erreur dans le B, mais j'étais pas sûr. Ici, c'est quoi? Oui, parce que normalement, le bail, enfin, c'est U prime, enfin, c'est en bas, c'est V carré, je crois. Et là, vous avez juste laissé V. Ah, là, ici? Oui, en A, pardon. Sur le A, pardon. Pas sur le B. Oui, tu as raison. Et c'est pour ça Oui. qu'il y avait une erreur en bas, je crois. Tu as raison. Et quand j'ai vu l'erreur en bas, je me suis dit, mais c'est bizarre. Okay. C'est ça, tu as raison. Ça, c'est au carré. Donc, ça, c'est au carré. Ça, c'est au carré. Attends. Tu as raison, tu as raison. Et là, en fait, ça change quoi? Là, c'est la même chose. Là, ça ne change rien dans le B. Et par contre, dans le C, là, c'est une bonne nouvelle, en fait. Ça fait 3 demi, pas 3x carré. Comment?
Ça fait 3 demi au Là, lieu c'est ça, c'est ce que je voulais en fait. Quand j'ai commencé j'avais ça en tête, voilà. Donc du coup, c'est encore plus. C'était correct ce que j'ai écrit, mais en fait, c'est encore plus joli ça. Donc là, du coup, on va voir 3 demi, 3 sur 2, x2, c'est ça? Donc du coup, c'est 3 demi. Voilà. Donc 3 demi. Parce que là, c'est du coup, là, c'est x4, c'est ça? Voilà. Même plus que ça. Parce que c'est 2x2, c'est 4. Là, c'est 4. C'est 3 quarts. D'accord? Et donc, on tend vers. Non, mais là, ça fait 3. Ça fait 6. Attends, 3, 4, 5, 6. 6 sur 4. Donc, c'est 3 demi. C'est 6 sur 4 et 3 demi. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne comprenais pas pourquoi c'était 4 et pas 2. Mais du coup, j'ai compris après. En fait, c'est parce que là, c'est. Attends, je l'ai réécrit proprement. Donc, ça devient. Donc, c'est parce que tu as x2 plus x2, n'est-ce pas? Donc, ça fait 2x2 au carré. Oui, oui. Bon. D'accord? Donc, c'est 6 sur 4. Et donc, c'est 3 demi. Et donc, du coup, c'est pas mal parce que c'est différent de 1, qui est la valeur de la fonction. C'est le même argument comme avant, mais c'est la limite qui diffère. Donc, en 0, 0. OK? Et du coup, ici, par exemple, voilà. Du coup, ici, si on refait cela avec le x2 plus y2 là, x4, pardon. Donc, ça va faire quoi alors? Ça va faire x4 sur... du coup, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis 0, donc ça fait x4. Donc, c'est 1. Et pour le y, on a mis 0 aussi. Pour le x, ça va faire 1 aussi. Non, c'est 0. Voilà, ça c'est 0. Donc, écoutez, si par exemple vous prenez ça, puisque ça c'est égal à f de 0, 0, on ne peut rien déduire. Mais si vous prenez ça, ça c'est différent de f de 0, 0. Donc, on peut aussi déduire qu'elle est discontinue. Pourquoi c'est égal à 0? Et discontinue. En 0, 0. Comment? Pourquoi c'est égal à 0? Puisqu'il y a aussi c'est aussi au carré. Mais c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, quand tu remplaces x par 0, tu as tout le numérateur qui s'annule. Bah non, on a y4. Ah non, pardon, oui, non, pardon. Le numérateur. Oui, c'est bon. Okay. C'est 0 sur y4, c'est 0. D'accord? Donc, si on a... En fait, maintenant, avec le x4, là, on a le df sur dx qui ne sert à rien. Le df sur dx, pardon, en x0 ne sert à rien. En 0y, ça sert parce que c'est différent de 1. On peut déduire tout de suite. Ou bien, pour y égale x, pareil, c'est 3 demi. Donc, c'est différent de 1. Donc, discontinue. D-f sur d-x et discontinue en 0, 0. OK? C'est clair? Même, on a trouvé trois limites différentes. 1, 0 et 3 demi. Donc, la limite n'existe pas. C'est pas qu'elle existe et elle est différente de 1. Elle n'existe même pas. Dans chaque direction, on a une limite différente. OK? Des questions? Monsieur? Oui, dites-moi. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, on a vu que la dérivée partielle en 0, 1 et en 1, 0, elle était différente. Mais du coup, pourquoi on a dit que la dérivée partielle, elle existait? Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Tout à l'heure, on a calculé les limites, les dérivées partielles quand y égale à 0 et quand x égale à 0. Oui. Et on a trouvé que c'était 1 et moins 1. Mais oui. on a conclu que ça existe. Pourquoi?
Parce que c'est égal à quelque chose. Ce n'est pas égal à l'infini. Ah, d'accord. Ben, en fait, tu as deux choses. Ça existe, ça signifie que ce n'est pas infini. Ensuite, si pour df sur dx en ce point, on a une seule valeur, donc on n'a pas quelque chose qui diffère entre, par exemple, 0 moins et 0 plus. D'accord? Donc, tu n'as pas deux valeurs différentes. Ça signifie qu'elle est dérivable dans cette direction. Elle existe et elle est dérivable. Parce que si jamais tu as deux valeurs, ça signifie que ta fonction, ou bien ta dérivée, elle est dérivable dans une direction et dans chaque sens est différent de l'autre sens. Donc, c'est comme si elle est dérivable à droite et à gauche. D'accord. D'accord? Et oui. Oui. Et tout à l'heure, dans la question C, vous avez recopié, enfin, vous avez écrit ρf sur t de ρy, ou y, et vous avez oublié, je crois, le moins devant le y4. Ah, je vais voir ça. C'est où? Mais c'est pas ρ, hein, c'est F, ça. Ah. Mais c'est où, en fait? Dès que vous avez écrit la fraction y4 plus 2yx3 plus 3x2. Oui. Je n'ai pas utilisé ça, mais il y avait un moins ici. Je crois, normalement, c'est ce qu'on avait écrit, en tout cas, dans la question A. De toute façon, je ne l'ai pas utilisé, mais voilà. Oui, OK, tu as raison, il y a un moins. OK? Donc, ici, on fait de même, vous faites la même chose. De même. Pour des ronds F sur des ronds Y. OK? Elle est discontinue aussi. Bah, je pense. Elle est discontinue. Hop. Elle est... Oui, elle est discontinue. Elle est discontinue. OK? Elle est discontinue. En 0, 0. OK? Des questions? Il n'y en a pas? Bon. Pour référence, en fait, je vais mettre l'image de cette courbe ici. Donc ça, vous roulez. Hop. Attendez que je le retrouve, c'est ça. OK? C'est ça. En fait, c'est pas facile de voir que les dérivés sont discontinus. Ça, c'est pas facile à voir. OK? Je vais vous dire comment on peut la voir, mais sans insister dessus. Donc, il faut pas que vous compreniez très bien. Je veux dire, il faut pas que c'est pas un prérequis que vous sachiez comment interpréter ça. Mais je vais vous dire comment ça se passe. Vous prenez une direction, en fait. Disons, je prends cette direction. Vous voyez? OK, on prend cette direction. Et on voit que dans cette direction, on a une pente donnée. Par exemple, ici, on a, je ne sais pas, une pente comme ça, la tangente, d'accord? Et on fait balader cette direction. On la ramène, par exemple, jusqu'ici. OK? Et on va regarder si, en passant d'ici jusqu'ici, il y a cette tangente, la pente, qui va changer brusquement. Si elle fait un changement brusque, ça signifie que la dérivée, elle n'est pas contenue. C'est ça. OK? Maintenant, ce n'est pas urgent que vous sachiez ça. Le plus important, c'est que vous sachiez comment trouver la continuité ici analytique. C'est comprendre que, voilà, il faut démontrer que les contenus, que les dérivés partiels sont contenus en ce point. Donc, il suffit de prendre deux directions, ou bien toutes les directions doivent avoir la même limite qui est égale à la valeur de la fonction. Or, ce n'est pas le cas. OK? S'il y a des questions, je suis prêt.
Monsieur, j'ai une question, mais Dis-moi. pas par rapport au cours, mais plus à la répartition des heures du cours. Oui, dis-moi. J'ai parlé avec la majorité des gens de la classe et T'as pas on a quoi? du mal. Avec la majorité des personnes de la classe, on a parlé et on a du mal à suivre 3 heures d'un coup, surtout en visio. Est-ce que Oui. ce serait possible de demander au département ou à ceux qui s'occupent du planning de répartir en 2 séances les heures parce que c'est vraiment compliqué. Donc pour toi, tu dis c'est pas dans ce cours-là, c'est en général. Bah, Oui. il a raison, ouais. Comment? Ouais, il a raison, il a totalement raison. Oui, mais je veux dire, c'est problématique dans notre cours ou bien c'est dans n'importe quel cours qui est à 3 heures? Ou bien c'est le Non, c'est seul dans tous cours à les 3 cours, heures? mais après, ici, c'est difficile de tout comprendre. Oui. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et en plus, là, ça, c'est un CTD, donc c'est tout en même temps. Alors que les autres, on a CM plus TD. Donc là, avoir les CTD ensemble 3 heures d'affilée et en visio, c'est compliqué. D'accord. Bah, moi, je vais parler à la directrice d'études, Madame Farah. OK? Et ensuite, je vais vous communiquer ce qu'elle va me dire. Moi, ça ne me pose aucun problème qu'on fasse des séances à 2 heures, mais je ne sais pas si c'est possible, en fait. Parce que dans la répartition des salles avec les créneaux et tout, je ne sais pas si ce sera possible. Mais moi, je préfère faire des séances de 2 heures. Parce que je sais très bien qu'au bout de 3 heures, des choses aussi compliquées, ça devient difficile à appréhender. Donc, je vais parler avec elle. Je vous tiens au courant. Mais si après, vous voulez vous-même venir chez elle lui parler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ça aussi. D'accord? Vous m'entendez? Ouais, monsieur, il est où le département de mathématiques et les frais? Ben, c'est dans le bâtiment B, tu as tous les départements. Ah, ok. D'accord? Et là-bas, il y a en fait le chef département, c'est Madame Dada. Et la directrice des études, c'est Madame Rana Farha. Ok. Voilà. OK. Vous les connaissez, non? C'est votre 2e année? Oui. Oui, Ben oui. Voilà. OK, donc je vais en parler et puis je vous tiens au courant. D'accord? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Ouais, merci beaucoup. Juste une question, c'est le seul cours que vous avez pour 3 heures, en fait, ou non? En fait, c'est le seul cours qu'on a où on est obligé de suivre autant parce qu'on n'a pas de CM à côté. Oui. Parce que d'habitude, par exemple, pour l'informatique, on a du Linux, puis après, on a l'algorithmique avec la même prof tout le mardi après-midi, pardon. Oui. Mais c'est différent parce qu'on a les TD, enfin les CM d'algo le vendredi. Donc Mais là, surtout que là, on est en visio et le mardi, on est sur place. Et là, c'est en Oui, visio, et 3 puis heures, c'est surtout compliqué. que... Ça n'a rien à voir là. Et puis surtout, monsieur, on est obligé d'attendre une semaine pour vous poser la question.